Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, la culture slovaque à l'honneur dans la capitale tchèque. La culture slovaque, vous le savez, confrontée à des difficultés avec le gouvernement de Robert Fico en place à Bratislava. On reparle du 90e anniversaire de votre station préférée, j'ai nommé Radio Prague International en deuxième partie d'émission. Et pour l'instant, on fait le point sur l'actualité et c'est avec Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. On ouvre ce bulletin avec de la politique et les affaires étrangères. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš était en visite à Berlin ce mardi. L'occasion pour le chancelier allemand Friedrich Merz de remercier Andrej Babiš d'avoir maintenu l'initiative visant à fournir des munitions à l'Ukraine. Une contribution importante à la défense du pays, selon lui. Devant les journalistes, Friedrich Merz a reconnu qu'il n'existait manifestement pas de plan commun pour mettre fin à la guerre en Iran et que l'Allemagne n'avait aucun intérêt à voir cette guerre se prolonger indéfiniment. Toujours selon lui, le monde a besoin d'un Iran stable. De son côté, le chef du gouvernement tchèque a déclaré partager le point de vue allemand sur le conflit au Moyen-Orient. Par ailleurs, ce mardi matin, avant donc le passage du Premier ministre tchèque à Berlin, le site d'actualité politique Politico a publié une information selon laquelle le chancelier allemand souhaitait empêcher Andrej Babiš d'entraîner la République tchèque trop profondément dans le camp hongrois-slovaque. Affaires étrangères toujours, en déplacement dans les pays baltes, le président tchèque Petr Pavel a été reçu à Riga ce mardi par son homologue letton Edgars Rinkēvičs. Selon ce dernier, les deux pays partagent un point de vue similaire sur le conflit au Moyen-Orient et estiment que celui-ci aura un impact direct sur l'Europe, d'où l'intérêt de discuter des conséquences et de chercher une approche commune. Concernant la poursuite de l'aide à l'Ukraine, le chef de l'État tchèque a répété que l'issue de la guerre sera déterminant pour la sécurité européenne et qu'il était donc nécessaire de soutenir le pays agressé par tous les moyens possibles. De son côté, le président letton a salué la participation de la République tchèque à la mission de l'OTAN en Lettonie et mentionné l'initiative visant à fournir des munitions à l'armée ukrainienne qui, selon lui, a été importante pour Kiev à un moment critique. Les présidents des deux pays ont également évoqué la coopération commerciale lors de leurs échanges. Selon Petr Pavel, qui se rendra également en Lituanie, les opportunités en Lettonie pour les entreprises tchèques se trouvent principalement dans les domaines de la sécurité, de la défense ou encore des transports. Quelques chiffres également, le chômage en République tchèque a de nouveau légèrement augmenté en février pour atteindre un taux de 5,2%. Il s'agit là d'une hausse de 8 dixièmes de points en glissement annuel et de son niveau le plus élevé depuis janvier 2017, selon les chiffres publiés par le Bureau du travail. Selon l'agence en question, cette augmentation mensuelle s'explique principalement par des facteurs saisonniers. Un peu plus de 380 000 personnes étaient ainsi sans emploi en Tchéquie à la fin du mois de février, soit 55 000 de plus qu'en février 2025. Prague affiche toujours le taux le plus bas avec 3,9% de chômage. Chiffre toujours, les prix à la consommation en Tchéquie ont augmenté de 1,4% en glissement annuel en février, selon les données publiées par l'Office tchèque des statistiques ce mardi. Il s'agit d'un nouveau ralentissement du rythme de l'inflation, dont l'indice s'était élevé à 1,6% en janvier et du taux le plus faible depuis octobre 2016. Selon les analystes, en attendant en mars les répercussions de la situation au Moyen-Orient, l'inflation durant le deuxième mois de l'année a été tirée vers le bas, essentiellement par les prix de l'énergie et de l'alimentation. Conférences, publications de livres, expositions ou même comédies musicales, de nombreux événements se tiendront
un peu partout en Tchéquie tout au long de cette année à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'ancien entrepreneur Tomáš Baťa. Tomáš Baťa, célèbre pour avoir fondé le groupe industriel de chaussures éponyme Baťa. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la fondation Tomáš Baťa. Homme d'affaires et visionnaire particulièrement influent dans l'ancienne Tchécoslovaquie jusqu'à sa mort en 1932. Tomáš Baťa, parfois surnommé, rappelons-le, le roi de la chaussure, est né le 3 avril 1876 à Zlín. Zlín, ville du sud-est de la Moravie, dont il a également été le maire, et qu'il a transformé en une cité ouvrière fonctionnaliste moderne entièrement dédiée à la production de chaussures. L'entreprise Baťa, comme vous le savez, s'est ensuite développée dans le monde entier. Radio Prague International, le programme francophone. Jusqu'à la fin du mois, la galerie de la ville de Prague propose une exposition intitulée Galerie nationale libre, description d'une lutte, exposition qui raconte via diverses installations, des documents et des objets collectés la destruction politiquement organisée des institutions culturelles en Slovaquie, dont la Galerie nationale slovaque. Ce bras de fer entre le gouvernement de Robert Fico et les représentants de ces institutions a donné lieu à un vaste mouvement de résistance culturelle, souvent humoristique mais aussi fondamentalement inquiet pour l'avenir de la scène artistique. En signe de solidarité, la Galerie de la ville de Prague a donc choisi de mettre en lumière ce combat, comme l'a raconté au micro d'Anna Kubišta sa curatrice principale, Helena Musilová. My jsme se snažili ukázat příběh o tom, jak je snadné rozrušit. Nous avons voulu raconter à quel point il peut être facile de déstabiliser une institution qui fonctionne bien en utilisant des moyens parfaitement démocratiques. En Slovaquie, les élections de 2023 ont été remportées par le parti de l'actuel Premier ministre Robert Fico. Il a été rapidement clair que les nouveaux dirigeants s'orientaient vers une vision plus nationaliste de la culture teintée d'autoritarisme. Des systèmes qui fonctionnaient jusque-là très bien, qu'il s'agisse du théâtre ou du système de subvention, ont soudain commencé à être soumis à une vision unique et très étroite de ce que la culture devrait être. Cette exposition suit précisément l'évolution qui, depuis ces élections, s'est produite dans une institution slovaque, en particulier la Galerie nationale slovaque, une institution auparavant pleinement intégrée dans les réseaux internationaux, très fréquentée, proposant des programmes éducatifs dynamiques pour les enfants et un programme d'exposition particulièrement riche. Nous montrons comment, en moins de 2 ans, elle s'est transformée en une sorte de maison fantôme, un lieu presque déserté avec un programme d'exposition réduit au minimum. Nous montrons aussi combien il est difficile de résister à un tel processus, mais l'exposition révèle également autre chose, l'existence d'une vaste communauté de soutien en Slovaquie, mais aussi dans toute l'Europe, composée de personnes liées à l'ancienne équipe de la Galerie nationale slovaque qui ont su rester solidaires et se connecter entre elles. Comment est-ce que cette exposition un peu particulière, parce que c'est pas des œuvres d'art à part entière, c'est plutôt en fait une documentation d'un événement en cours, comment est-ce que cette exposition ici à Prague est conçue? Elle ne documente pas seulement la fréquentation d'une institution, mais surtout les personnes qui l'entourent. Elle rappelle aussi qu'il ne faut jamais abandonner, comme le dit un proverbe tchèque également universel, à quelque chose, malheur est bon. Les événements qui ont touché le monde de la culture slovaque ont en effet créé des liens étonnamment forts entre les gens. L'exposition revient sur les événements survenus depuis la fin 2023, la révocation de la directrice générale de la Galerie nationale slovaque, Alexandra Kusa, puis la nomination successive de 3 directeurs, chacun resté en fonction à peine 30 ou 40 jours. Parallèlement, de nombreuses initiatives indépendantes ont émergé ou encore une grève culturelle nationale. À travers des documents, des vidéos issus des réseaux sociaux et des archives des médias, l'exposition retrace tous ces événements. Elle met en regard d'un côté la ligne officielle portée par la ministre Martina Šimkovičová, affirmant que la culture slovaque se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas besoin de culture occidentale, et de l'autre côté une communauté d'acteurs culturels qui défend l'importance de l'ouverture et du dialogue avec le monde, convaincus que ces échanges enrichissent la culture locale. Mezi sebou, jak je důležité komunikovat se světem, protože to tu domácí kulturu naopak skvěle obohacuje.
Qu'est-ce que sont devenues les œuvres qui étaient à l'intérieur de cette galerie nationale slovaque après le changement de direction? Postupně došlo k uzavření a vlastně řady stálých expozic, protože Peu à peu, plusieurs expositions permanentes ont été fermées, car jugées trop libérales et insuffisamment représentatives d'une culture qui serait typiquement slovaque. Des expositions installées relativement récemment dans le bâtiment rénové ont ainsi été modifiées, souvent sans même que leurs auteurs en soient informés. Le programme d'exposition a lui aussi profondément changé. Certains projets ont été annulés, remplacés à la dernière minute. Cette situation a contribué à une forte baisse de la fréquentation. Par exemple, les écoles qui visitaient régulièrement les anciennes expositions n'avaient soudain plus de raison de venir. La fréquentation est ainsi passée de milliers de visiteurs à seulement quelques dizaines par semaine, comme le montrent les statistiques. Les responsables actuels de la galerie, notamment le directeur général Juraj Kralik et le conservateur en chef Martin Dostal, tentent néanmoins de construire un nouveau programme. La galerie a par exemple présenté une collection d'art provenant de Karlovy Vary en Tchéquie, ainsi qu'une exposition de peintres tchèques intitulée De l'Ouest. Mais pour l'instant, la galerie cherche encore une direction et un programme. střední generace také z Česka, výstava se jmenovala Ze západu, nicméně ten program se zatím galerie hledá. L'exposition ici à Prague s'appelle Description d'une lutte, qui est en fait le titre aussi d'une nouvelle de Franz Kafka. Pourquoi ce titre? V Kafkově je vždycky něco absurdního. A my tady vlastně tu absurditu vidíme. Chez Franz Kafka, il y a toujours quelque chose d'absurde. Et c'est précisément cette absurdité que nous voyons ici. Au fond, nous pourrions dire que tout le monde veut la même chose, une excellente galerie ouverte au plus large public possible et fréquentée par de nombreux visiteurs. Mais on voit aussi combien cette ambition peut être interprétée de manière totalement différente. À nos yeux, les efforts actuels du pouvoir slovaque pour promouvoir une prétendue culture nationale relèvent d'une profonde absurdité. Dans un monde totalement globalisé, parler de culture nationale ressemble souvent à une forme d'évasion, voire à un slogan populiste. C'est cette absurdité que nous avons le sentiment de vivre aujourd'hui. L'allusion à Kafka sert donc à montrer que pour nous, ce qui se passe a quelque chose de profondément kafkaïen. Ta aluze na Kafku vlastně ukazujeme, že vnímáme jako absurdní to, co se děje. Le gouvernement actuel en Tchéquie, le nouveau gouvernement de coalition, se positionne comme étant beaucoup plus proche, on va dire, de l'esprit de celui du gouvernement à Bratislava à l'heure actuelle. Est-ce que cette exposition exprime aussi d'une certaine manière des craintes sur l'avenir, on va dire, de la culture et du monde créatif, du monde artistique ici en Tchéquie, un peu comme ce qui s'est passé en Slovaquie récemment? Je to hrozně zajímavé tohle. A je to vlastně věc, která, když jsme tu výstavu koncipovali, Ce n'était pas du tout notre intention initiale lorsque nous avons conçu cette exposition. Nous avons commencé à en parler en mars 2025 quand près de 200 employés ont quitté la Galerie nationale slovaque, ce qui a pratiquement paralysé l'institution. Certains ont été licenciés, d'autres sont partis par solidarité. Connaissant très bien de nombreuses personnes de la galerie et plus largement de la scène culturelle slovaque, j'ai pensé que cette histoire méritait d'être présentée ici, notamment pour montrer combien il est important que les gens restent solidaires. En avril 2025, nous avons donc décidé d'organiser cette exposition, même si sa forme précise n'était pas encore claire. Ce qui nous importait, c'était de montrer la force du collectif. Dává smysl, když lidi drží pohromadě. A Entre-temps, les élections qui ont eu lieu chez nous à l'automne et la formation du gouvernement ont soudain donné une actualité inattendue que nous n'avions pas anticipée. 2 ou 3 jours avant le montage de l'exposition, la ministre slovaque de la Culture, Martina Šimkovičová, s'est rendue à Prague pour rencontrer le ministre tchèque de la Culture, Otto Klempiš, afin de parler d'inspiration et de coopération mutuelle. Cela a encore renforcé cette impression. L'exposition apparaît ainsi comme une mise en garde. Elle montre ce qui peut arriver lorsque des institutions qui fonctionnent bien sont profondément déstabilisées de l'intérieur. Nous voulons croire que cela n'arrivera jamais en Tchéquie et que nous ne suivrons pas la même voie. Cette question concerne non seulement les grandes institutions culturelles nationales, mais aussi les médias publics. Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo, týká se to stejně tak veřejnoprávních médií. Est-ce que vous avez confiance dans la solidité justement de ces institutions culturelles tchèques par rapport peut-être à la situation slovaque? No, ukázalo se, že právě tu důvěru máme
k těm lidem, ty instituce... Finalement, tout cela a montré qu'il fallait avoir confiance dans les individus. Les institutions restent bien sûr essentielles et importantes, mais ce qui est apparu clairement, c'est que les gens, eux, n'ont pas perdu leur intégrité. J'ai la même confiance envers mes collègues du milieu culturel tchèque. Je suis convaincue que nous aurions la même force de coopération et de solidarité. La réaction que suscite cette exposition me le confirme. C'est pourquoi, sur ce point, je suis profondément optimiste. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez eu des réactions du côté des autorités slovaques à cette exposition ou finalement c'est silence radio à ce niveau-là? Byla tady řada slovenských médií, ale řekněme spíš neoficiálních, slovenský Deník N. Plusieurs médias slovaques indépendants se sont intéressés à l'exposition, notamment le quotidien Deník N. Mais la télévision publique slovaque a également réalisé un reportage, ce qui nous a fait plaisir. En revanche, aucune réaction du côté de l'actuelle direction de la Galerie nationale slovaque. Nous restons cependant prêts à les rencontrer et à échanger avec eux. Nepřišla, ale jsme připraveni se určitě potkat, případně diskutovat. Suite du programme francophone de Radio Prague International et j'ai l'honneur d'avoir en studio Alena Gebertová et Václav Richter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Grand merci, c'est un honneur. Et c'est à l'occasion du 90e anniversaire de notre station Radio Prague International que je vous ai invité ici parce que vous la connaissez mieux que personne, cette station. En tout, près d'une 50aine d'années que vous venez ici dans les studios. Nous avons l'honneur de vous avoir plusieurs fois par mois encore à l'antenne. Et je voulais vous demander à l'occasion de ce 90e anniversaire ce qu'était votre plus beau souvenir ici à la radio. Alors je sais qu'Alena veut encore se préparer un petit peu. Je vais commencer pas par la dame, mais par le monsieur Václav. Quel est ton plus beau souvenir radiophonique ici ? Je ne sais pas si c'est vraiment un souvenir radiophonique, mais c'était quand même un souvenir historique. Ça devait être, je crois, en octobre ou en automne de 1989. C'était au moment où on sentait déjà que le régime communiste s'écroulait peu à peu. Et moi et mon collègue de la rédaction de ce temps-là, Fabrice Martin, nous sommes allés dans le quartier de Malastrana pour faire une promenade et pour voir ce qui se passait, parce que donc, on voyait partout ces trabantes, et puis on est allé sur la colline de Petřín, parce que de là-bas on voyait même leur jardin de l'ambassade et la cour, et là on voyait vraiment une foule de réfugiés qui étaient déjà là-bas, qui préparaient leur départ dans le monde libre. Et c'est une scène mémorable et célèbre quand Hans-Dietrich Genscher, donc le ministre ouest-allemand, a prononcé du balcon de l'ambassade un discours en disant aux Allemands de l'Est qui étaient réfugiés dans cette ambassade qu'ils pourraient partir et passer à l'ouest. Et toi, tu es passé autour de ces jours-là, à ce moment-là, dans cette rue. Oui, voilà, c'était comme ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, quelque chose d'important change et nous sommes au seuil d'une nouvelle époque. Au seuil d'une nouvelle époque, mais alors, on ne pouvait pas en parler sur les ondes. Vous aviez un micro avec vous, vous pouviez parler... Non, on ne pouvait pas en parler. Mais bien sûr, il y avait des informations parce qu'on ne pouvait plus le cacher. C'était aussi la perestroïka, donc on était quand même obligé d'informer sur les choses qui se passaient. Et on en parlait, mais c'était les informations déformées par l'agence tchécoslovaque de presse. Alena Gebertová, est-ce qu'il y a un souvenir particulier, un bon souvenir de vos années passées ici à la radio, peut-être qui touche à l'année 89 aussi et à la révolution de velours, peut-être pas, qui vous revient maintenant? Évidemment, c'est l'année 1989 et la révolution de velours qui me marque le plus. Peut-être il n'y a pas un événement vraiment spécial que je puisse mentionner, mais je sais que c'était vraiment une période d'une euphorie totale. Du coup, on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, aller dans la rue, interviewer les gens, participer à toutes ces manifestations et en même temps
travaillé en tant que rédacteur, je me souviens aussi que les premières élections libres, c'était en 1990, peut-être. Alors la rédaction française a décidé de faire un programme live. C'était vraiment ridicule parce qu'on n'avait aucune expérience, mais on s'est quand même très bien amusé en faisant ça. Je ne l'ai jamais écouté comment c'était, mais c'était plutôt pour nous que pour les auditeurs que c'était tellement important. Alors, il y a plein de souvenirs de cette époque-là. J'ai connu des époques vraiment, comme j'ai dit, pleine d'euphorie. C'était en 68, où j'étais encore étudiante, et puis l'époque de 1989, alors à la radio, c'était vraiment formidable, pour la première fois. Et alors, il faut dire qu'avant, à la radio, il fallait prendre les dépêches de la CTK qui étaient déjà passées sous le coup de la censure. Absolument, absolument. Et il y avait aussi des nouvelles, des informations dites obligatoires, dont certaines très obligatoires. Alors, il fallait on ne faisait que traduire les informations, les nouvelles. Alors, pour cette émission live, hélas, beaucoup de choses ont disparu des archives, donc on ne peut pas la retrouver. Mais est-ce qu'il vous revient en mémoire des personnes francophones que vous avez pu interviewer à ce moment-là ? En 89 ? Oui. Non, je ne me souviens pas. Parce qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup, des personnes qui pouvaient parler français au micro en direct à ce moment-là. Tu t'en souviens ? Pas moi. De temps en temps, bien sûr, on faisait aussi des interviews avec des francophones qui venaient. Surtout, moi, je me rappelle par exemple Pierre Fournier, le grand violoncelliste avec lequel j'ai fait un entretien déjà à l'époque du pire communisme encore, etc. Donc, il y avait des exceptions. Serge Baudot, par exemple, aussi. Mais c'était des exceptions. Alors, Václav Richter, déjà, je vous ai prévenu avant l'entrée en studio, je voulais pas trop non plus vous prendre par surprise. Évidemment, on parlait de la censure. Il y a eu des années beaucoup moins plaisantes à la radio que cette année 89 qui a tout changé. Et quel est, Václav, ton pire souvenir ici, ou plutôt un peu plus loin, parce qu'on est dans le bâtiment moderne, mais à l'époque, c'était le bâtiment historique sur la rue Vinohradska. C'était sans doute les années 70. À l'époque, c'était la période où on a signé la charte 77, c'est-à-dire ce célèbre document par lequel les dissidents tchèques appelaient les autorités communistes à respecter les droits de l'homme. Et c'était un document que personne ne connaissait, bien sûr, mais dans toute la presse, il y avait des critiques et des protestations contre le texte qu'on ne connaissait pas. Et en ce moment-là, il y avait bien sûr les informations qui venaient de l'agence tchécoslovaque de presse qui dénigraient les signataires de la charte 77 avec Václav Havel en tête, bien sûr. Et nous étions obligés de traduire et de diffuser ces informations. Donc c'était vraiment un moment très pénible. J'avais la nausée, mais si on voulait rester à la radio, on était obligé de le faire. Donc c'est ça à peu près. Et puis je me rappelle encore le moment de la révolution du velours déjà, de 1989, lorsque nous sommes entrés en grève, ici à la radio. On nous a demandé, le forum civique qui existait déjà à la radio, nous a demandé de faire grève. Donc, mais la direction de la radio de ce temps-là nous a dit que si on entrait en grève, on était automatiquement expulsé de la radio. Donc on était face à un dilemme terrible. Et je me rappelle qu'on est allé avec ma collaboratrice de ce temps-là
moment-là, ma collègue Myriam Pronguet, qui était une Suissesse qui travaillait avec moi dans la rédaction, on est allé... la rédaction francophone ? La rédaction francophone, oui. On est allé à la direction du Forum civique et on demandait ce qu'il fallait faire parce que c'était vraiment dangereux pour nous, bien sûr. Et on nous a dit que nous avions une exception, que nous devions même continuer à diffuser les informations véridiques. Donc, on n'était pas obligé à finalement, mais c'était quand même un moment pénible à passer. Et un vrai dilemme, je suppose. Un vrai dilemme, oui. Alena, je suppose qu'il y en a eu plusieurs, des mauvais souvenirs. Alors, vous avez commencé un peu plus tôt que Václav. Tu as commencé, j'ai tutoyé Václav, je vais te tutoyer aussi, si je peux me permettre. Alena, on se connaît depuis quelques temps déjà. Tu as commencé un peu plus tôt de Václav, mais tu as pris des congés parentaux pour tes enfants. Donc tu as passé peut-être un peu moins d'années en tout, mais tu as dû connaître quelques mauvais moments ici aussi. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui te revient en mémoire ? Alors il faut dire que les années 70 et 80, c'était pas les années terribles à la radio, hein. C'était pas très sympa. Mais je n'étais pas tout le temps à la radio parce que j'avais 2 enfants et je pouvais rester, je pense, pendant 3 ans d'abord et puis 3 ans et demi à la maison avec les enfants. Alors comme ça, j'ai passé ces années-là d'une façon pas vraiment agréable, mais comme ça. Moins sous la pression. Un moment peut-être le plus désagréable, c'était mon ex-mari a pris le chemin de l'émigration dans les années 80. J'avais 2 fils, l'un avait 3 ans, l'autre 8 ans. Et là, on m'a invité. On était établis au 4e étage et au 5e étage où on n'est jamais allé. Et il y avait un service spécial des tâches. Alors, c'est les spécialni ukolé, qu'on pourrait traduire par tâches spéciales. Oui, des tâches spéciales. Tout simplement, il y avait des agents de la STB, de l'agence... De la police communiste. De la police communiste. Et là, quand ça s'est passé, après l'événement, on m'a invité, ou bien on m'a appelé plutôt d'aller là-bas. Tout de suite après, quelques jours après l'émigration? Je pense que quelques jours après, oui, je ne sais plus. Mais de toute façon, on m'a interrogé, on m'a posé un tas de questions, si j'étais d'accord, qu'est-ce que j'en pense, comment était mon mari, est-ce que je suis d'accord avec son départ, etc. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Mais de toute façon, on m'a laissé à la radio parce que c'était déjà les années 80 et il y avait la perestroïka, comme l'a dit Václav. Alors comme ça, on a continué à me tolérer. Puis on s'est plaint de moi pour dire que j'étais assez arrogante. Bref, je suis restée à la radio et j'ai continué. On m'a toléré avant, alors on a continué à me tolérer à la radio. Mais ça ne s'est pas arrêté au 5e étage parce qu'on vous a aussi convoqué à un endroit tristement célèbre. Mais évidemment, comme tout le monde. Au siège de la STB à Prague, rue... Au siège de la STB authentique, rue Bartolomiejska. Rue Bartolomiejska, la fameuse, tristement célèbre rue Bartolomiejska. Là aussi, on m'a interrogé, bien sûr. Les mêmes questions, je suppose? Presque les mêmes questions. Un flic tout à fait sympa, jeune, beau. Et il en reste que vous avez... il y a des archives de ça? Tu as pu regarder? Je me suis jamais plongée dans les archives. Ce sont peut-être mes fils qui vont le faire. Ils sont plus curieux que moi. Merci en tout cas d'être venu dans le studio à l'occasion de ce 90e anniversaire de Radio Prague International, en espérant que cette année ne sera pas la dernière de la station, car les évolutions, notamment dans le domaine politique, ne sont peut-être pas favorables cette année. Croisons les doigts. Et on espère vous retrouver également toute cette année sur nos ondes, également régulièrement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à toi.
Et c'est avec Alena et Václav que se termine le programme de Radio Prague International. Pour nous soutenir, une seule adresse email français@radio.cz et notre site français.radio.cz. Sinon demain, même heure, même fréquence. Ahoj, naslyšenou.